Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce cours sur les limites. Ni Guylain ni Elisabeth ne sont présents aujourd'hui, alors c'est à moi que revient de présenter le conférencier du jour, un conférencier dont vous avez sans doute déjà entendu le nom, entendu la voix et croisé le regard. Il s'agit de Michel Grandjean, jeune professeur honoraire, tout juste retraité, qui a été titulaire de la chaire d'histoire du christianisme ici à la faculté de théologie de Genève pendant plus de 20 ans, et qui nous fait le plaisir ce soir d'intervenir dans ce cours sur la question des limites, du point de vue de l'historien, justement, avec la question de la notion de limite en histoire, et comme il l'a intitulé, il va nous proposer un parcours, une brève histoire des frontières, des limites et des bordures. Alors, comme d'habitude, nous lui laissons la parole environ à 45-50 minutes, et ensuite nous ferons une petite pause. Et puis, ça sera Georges Ménet, astrophysicien, qui se chargera d'engager la discussion avec Michel Grandjean. Et puis ensuite, la parole sera à vous. Voilà, bonne séance. Merci. Merci à vous, Fernand. La question des limites, c'est un parcours par essence pluridisciplinaire. Et vous savez que dans notre semestre, nous visons deux buts. D'une part, nous interroger sur les limites, et d'autre part, franchir les limites qui séparent les disciplines. Ici, mon propos sera résolument historien, et non pas de théologien. C'est à la vérité un propos préliminaire, voire propédeutique, que je vais vous servir, qui intervient peut-être trop tard dans le programme de ce semestre. Peut-être que c'est au début qu'il aurait fallu essayer de définir deux ou trois choses, mais les choses se sont présentées ainsi. Après des conférences sur les limites des ressources, sur les limites de l'univers, sur les limites de la vie, sur les limites de l'intelligence, et en attendant d'interroger ces prochaines semaines la foi et la justice, j'aimerais vous proposer aujourd'hui que nous nous penchions sur la notion même de limite. Après tout, limite est un concept. Et à ce titre, il appartient de plein droit à l'outillage des historiens. Dans la boîte à outils des historiens, il n'y a pas autre chose que des concepts. Et tous les historiens qui réfléchissent à leur métier se doivent d'expliciter ce que sont pour eux les concepts et l'usage qu'ils en font. Prenez par exemple Antoine Pro, dans un texte que j'ai eu l'occasion de faire lire à toute une génération d'étudiantes et d'étudiants. Les concepts sont des abstractions auxquelles les historiens comparent la réalité sans l'expliciter toujours. Et on ne peut pas parler de la réalité sans recourir à ces concepts, on ne peut pas travailler du bois sans avoir les outils de l'ébéniste ou du menuisier. Et puis plus loin, l'histoire ne cesse d'emprunter des concepts aux disciplines voisines. Elle passe son temps à couver des œufs qu'elle n'a pas pondus. Et c'est ce que font les historiens quand ils empruntent des concepts un peu partout. Celui de limite, celui de frontière, c'en est. Alors, qu'est-ce qu'en limite ? En latin, nous avons affaire à une langue qui est toujours très concrète. Il n'y a pas de mot abstrait en latin. Tout est d'abord matériel, concret, c'est quelque chose qu'on peut saisir dans les mains. Or, le mot qui a donné limite, limes, désigne pour commencer le sentier, le passage entre deux champs cultivés, ce passage qui délimite la bordure de chacun de ces champs. Et puis, par extension, limes va désigner la frontière fortifiée de l'Empire. Et vous vous rappelez ces cartes de géographie antique sur lesquelles on parcourait du regard le limès romain qui s'étendait sur près de 5000 kilomètres de l'Écosse
à la Rhénanie, à la Germanie, pour rejoindre la mer Noire, sans parler des frontières orientales ou méridionales de l'Empire. Tout à l'heure, peut-être que la chose vous aura frappé, j'ai dit « en limite ». Et peut-être que quelques-uns parmi vous se sont dit « ça y est, il a des problèmes avec le vocabulaire ». Eh bien non, c'est que le mot « limite » a très longtemps été masculin. Et dans la langue du XVIe siècle en particulier, voici quelques exemples de Clément Marot, quelques exemples de Calvin, « Puis le soleil tombe en ses bas limites ». Ou alors, Clément Marot s'adresse à Dieu dans un poème « Ainsi la mer borna par tel compas que son limite elle ne pourra pas outrepasser ». Et puis, chez un autre bon auteur, qui après tout est le fondateur de notre académie, la vertu efficace s'est épandue outre tous les limites du ciel et de la terre. Ou alors, il était commandé aux 12 apôtres d'épandre l'évangile en diverses régions, sans leur constituer certains limites, c'est-à-dire sans fixer de frontières déterminées à cette prédication de l'évangile. Le mot limite, le mot frontière, a un champ sémantique qui est très divers. En français, vous le pressentez bien, derrière frontière, il y a le front, et en particulier la ligne de front, c'est dire qu'on est dans le vocabulaire stratégique, dans le vocabulaire militaire, quand on parle de front et de frontière. En anglais, c'est complètement différent. Parce que quand on parle de boundary, il y a là derrière le verbe qui signifie lier, joindre. La boundary, en anglais, est ce qui permet à deux entités de se rejoindre l'une l'autre. Et puis, le mot limite, je vous le disais, le mot limes en latin, désigne plutôt le chemin par lequel on se fraye en passage. Et c'est ainsi que ce chemin est devenu ensuite frontière, frontière qui borne un champ, frontière qui borne l'espace d'une juridiction. Et là, on se dit, une frontière, on sait bien ce que c'est. Et chacun d'entre nous a à l'esprit cette carte de l'Europe sur laquelle on voit d'abord un bon nombre de milliers de kilomètres de frontières qui délimitent des États différents avec des couleurs qui sont différentes. En gros, nous sommes les héritiers aujourd'hui du modèle qu'on appelle westphalien. Au milieu du XVIIe siècle, en 1648, prend fin la guerre de 30 ans. Cette terrible guerre qui est la première guerre épouvantable de l'Europe moderne. Il y a beaucoup plus de morts au cours de ces 30 années de la première moitié du XVIIe siècle en Europe qu'il y en a eu dans toutes les guerres du XIVe, du XVe ou du XVIe siècle. C'est rien encore par rapport aux guerres napoléoniennes ou aux guerres mondiales du siècle dernier, mais la guerre de 30 ans marque un infléchissement important. Or, en 1648, la cartographie a fait des progrès. Et cette cartographie permet dorénavant de fixer les frontières et donc de stabiliser les territoires, au moins de les stabiliser de façon tout à fait relative. Ces territoires stables, nous savons qu'ils sont marqués dans le territoire par des frontières. Alors, voyez par exemple la muraille de Chine, 21 000 kilomètres, dont près de 9 000 subsistent encore aujourd'hui. Vous le savez, une construction qui s'étend sur près de 2 millénaires, du 7e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au 16e siècle de notre ère. D'après la légende, et je me tourne ici vers notre ami astrophysicien qui saura dire peut-être le contraire ou confirmer ses propos, traîne dans les esprits que de la Lune, on verrait la muraille de Chine. Alors, je ne sais pas ce qu'en dira Georges, mais ça me paraît tout bonnement impossible, parce que la muraille de Chine a à peu près 10 mètres de largeur. Si l'on regarde à quoi ça correspond, c'est un peu comme si vous aviez une vue assez bonne pour distinguer un cheveu que quelqu'un vous montrerait à 4 kilomètres de là.
Donc, imaginons qu'on ne voit pas la muraille de Chine, il n'empêche que c'est quelque chose d'assez impressionnant, et cette muraille de Chine est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Ben, voici d'autres frontières, comme la Innerdeutsche Grenze, cette frontière de 870 km de long, qui, pendant plus d'une génération, a coupé en deux l'Allemagne. Et à ma connaissance, ces fortifications de la frontière interallemande ne sont pas inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Il y a d'autres frontières qui sont évidemment beaucoup plus accueillantes, et ce sont celles que nous connaissons ici. Quand on se promène dans la campagne genevoise, eh bien, on ne tombe pas sur des barbelés, mais on peut rencontrer des bornes comme celle-ci de 1816, après la défaite de Napoléon. Alors, ce n'est pas le même type de frontière, mais bel et bien, c'est une marque qui, sur le territoire, sépare un État d'un autre État. Ce que je me propose de faire maintenant avec vous, c'est de montrer que la notion de frontière est beaucoup plus complexe que ce que ces images peuvent donner à penser. Et puis, dans un deuxième temps, c'est d'interroger la notion de frontière dans l'histoire. Et l'objectif, c'est de rappeler qu'on est ici dans l'ordre de ce que les mathématiciens, mais je parle sous le contrôle de mon ami, de mon maître, Michel Sibils, les mathématiciens appelleraient la logique floue. On est ici dans un univers flou quand on invoque un concept comme celui de frontière. Les frontières d'aujourd'hui sont parfois pourvues, j'allais dire, dans le sens de l'insolite, voire dans le sens de l'humour. Les frontières d'aujourd'hui, bien sûr, c'est d'abord des frontières qui dénotent la propriété que l'on va établir sur un territoire. Et il n'est pas besoin de remonter jusqu'au discours de Rousseau sur l'origine de l'inégalité de 1754, que vous connaissez par cœur, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Les guerres territoriales, je n'ai pas besoin de rappeler trop longuement un tel truisme, ne sont pas dépassées. Je ne vais pas évoquer l'Ukraine, sinon peut-être pour citer ces mots de Jonathan Littell. Vous savez, cet écrivain français, mais aussi anglophone, qui a obtenu le prix Goncourt pour son roman Les Bienveillantes, il y a, je crois, une douzaine d'années. Dans un article récent, qui remonte à l'année dernière, 2022, Littell disait sur Poutine les mots suivants qui me paraissent d'une profonde justesse et qui ont souvent été cités depuis. Poutine est un homme qui, au XXIe siècle, mène une guerre du XXe pour atteindre des objectifs du XIXe siècle. On pourrait gloser longuement, mais je ne vais pas parler des frontières de l'Ukraine, je ne vais pas parler aujourd'hui des frontières d'Israël. Dans ces domaines, je n'ai pas de compétences autres que le lecteur de la presse internationale. Que les frontières soient disputées, qu'elles soient objet de disputes, relève, nous ne le savons que trop, de la réalité quotidienne. Sur Wikipédia, si vous allez chercher en anglais, il y a un article qui est intitulé « List of Territorial Disputes ». Mais pour arriver au bout de cet article, j'ai dû faire défiler ma page sur 54 écrans. Alors certaines de ces disputes ont été réglées, mais vous avez l'inventaire de toutes les disputes territoriales de la planète aujourd'hui. Et puis, je suis tombé sur une encyclopédie
Border Disputes, paru en 2015 en 3 volumes, en 1200 pages, en inventaire, une analyse de toutes les disputes liées aux frontières. Ce que j'aimerais brièvement évoquer aujourd'hui, et qui sera tout de suite beaucoup moins pesant, ce sont quelques frontières insolites. Car il en est aujourd'hui, et on peut les voir. Je vais rester en Europe. Après tout, on pourrait aller se promener entre l'Inde et le Bangladesh, et puis tenter de faire l'inventaire, si on a le courage de retrousser ses manches pour cela, de toutes les enclaves indiennes au Bangladesh ou bengali en Inde. Et dans ces enclaves, on trouvera parfois des enclaves au 2e degré, c'est-à-dire qu'en Inde, vous avez une enclave du Bangladesh, mais dans l'enclave du Bangladesh, vous avez une enclave de l'Inde. Et puis dans cette enclave de l'Inde, vous avez parfois même une enclave du Bangladesh. C'est-à-dire qu'on a là, je crois que c'est le seul exemple sur la planète d'enclave au 3 degrés. Mais j'aimerais parler très brièvement de 3 exemples qui sont très proches. Le premier, Baarle, entre la Belgique et les Pays-Bas. Vous voyez le problème? Microsoft ne répond pas. Alors, je vais devoir peut-être redémarrer la chose parce que j'ai besoin de vous montrer encore quelques images. Pardonnez-moi, je m'assieds. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Ah non, mais là, ils exagèrent. Microsoft redémarre. Voilà. Alors, on va rouvrir mon fichier. Bon, ça arrive toujours, hein, il y a des machins. J'ouvre ça. Et puis... Là, on pourrait remettre la connexion, parce que... Ah, mais ça arrive... Alors, je vais repasser... Tout ça, on l'a vu. Et c'est ici que nous en étions restés. Baarle, nous sommes tout au nord de la Belgique, et même plus au nord que la Belgique, parce qu'il s'agit d'une enclave belge aux Pays-Bas. Une zone, vous le voyez sur la petite carte qui est en haut de cet écran, où il y a plein d'enclaves de formes assez bizarres. Ça nous fait penser au nord du canton de Vaud, dans toutes ces enclaves avec le canton de Fribourg. Une zone dans laquelle on considère qu'une maison appartient au pays dans lequel se trouve sa porte principale. Parce que vous avez des maisons qui sont coupées par la ligne de la frontière, un peu comme ce célèbre hôtel de la Cure, derrière Saint-Sergue, qui est pour moitié en Suisse et pour moitié en France, un hôtel dans lequel on disait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, des officiers allemands dormaient dans des chambres situées côté français, mais n'avaient pas le droit de pénétrer la frontière, donc d'aller de l'autre côté du couloir, où se trouvaient du côté suisse, parfois des résistants français. Eh bien, certains, ai-je entendu, à Baarle, qui étaient théoriquement en Belgique, mais qui voulaient être aux Pays-Bas, ont fait déplacer la porte principale de leur maison pour pouvoir changer de pays sans avoir à déménager. Mais il y a d'autres frontières qui sont objets de litige, comme entre la France et l'Italie. Vous savez que la frontière qui sépare les deux pays, au niveau du massif du Mont-Blanc, n'est pas la même. Les Italiens considèrent que la frontière entre les deux pays passe logiquement par la ligne de Faîte, et donc que le sommet du Mont-Blanc se trouve à la frontière des deux pays. C'est la ligne rouge que vous voyez ici. Alors que les Français considèrent que le Mont-Blanc leur appartient en propre et font se déplacer la frontière du côté du versant italien, c'est ça et là la ligne noire, les pointillés noirs que vous voyez en dessous. Alors comme pas grand monde n'habite au Mont-Blanc, c'est pas un problème crucial dans les relations italo-françaises, mais il arrive toujours qu'entre deux ministères de l'environnement, il y ait des frictions parce qu'on ne s'entend pas sur cette frontière. Mais il y a encore plus drôle en France, et j'aimerais vous parler maintenant brièvement de l'île des Faisans.
Je ne sais pas si le nom vous est connu. Nous allons nous reporter à la frontière franco-espagnole cette fois, entre Irún en Espagne et Hendaye en France. Alors, je ne sais pas comment manier Google Earth directement à l'écran et puis faire cette opération de rapprochement. Donc, voici une deuxième image où nous sommes un peu plus près. Vous voyez où se trouve l'île des Faisans. Et maintenant, si nous allons encore plus près, vous voyez que la frontière ici joue un jeu très étrange. Cette île était jadis appelée île de la Conférence, car elle a souvent servi de lieu de négociation entre la France et l'Espagne. En 1660 en particulier, Louis XIV, soi-même, et Philippe IV, le roi d'Espagne, s'y rencontrent personnellement. Et c'est sur cette île qu'à plusieurs reprises, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on a échangé des fiancées royales, sans forcément demander leur avis aux dames, mais peu importe, on les a échangées sur l'île des Faisans, dont on considérait qu'elle n'appartenait à aucun des deux pays. Cette île ne présente pas un intérêt suprême aujourd'hui. Vous avez sur la gauche de l'image la côte française, sur la droite la côte espagnole. Vous voyez qu'il n'y a aucune construction sur l'île pour la bonne et simple raison que par commodité, il n'y a aucune liaison, et d'ailleurs, il est interdit d'accoster sur cette île. Et il se trouve aujourd'hui que depuis le début du siècle dernier, maintenant ça fait 125 ans environ, cette île appartient aux deux pays, à la France et à l'Espagne, selon un procédé assez bizarre, puisque de février à juillet, elle est espagnole, mais du mois d'août à janvier, elle est française. Alors imaginez, si vous allez commettre un délit sur cette île au mois de juillet, eh bien à ce moment-là, vous serez jugé par des tribunaux espagnols. Mais si c'est au mois d'août que vous commettez le délit sur cette île, moi je ne sais pas, vous invitez quelqu'un sur l'île et puis vous le tuez sans laisser de traces, mais on finit par vous repérer, eh bien si c'est au mois d'août, c'est en France que vous serez condamné. C'est donc un territoire d'Europe qui, au cours des 125 dernières années, a changé déjà 250 fois de pays. L'île des Faisans. Et vous voyez que la frontière est un peu particulière. Bon, l'intérêt de cette île est assez faible. D'ailleurs, c'est une île alluviale qui aurait sans doute disparu d'elle-même depuis le XVIe siècle si elle n'avait été aménagée, comme vous le voyez ici. Bref, on pourrait multiplier les exemples de ces frontières insolites. Elles rappellent au moins une chose, c'est qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Le grand seizièmiste français Lucien Febvre disait au siècle dernier « Rien dans l'espace n'impose une frontière ». Je me rappelle avoir entendu il y a quelques années un homme issu de l'émigration russe à Genève qui se battait pour qu'on considère que Moscou faisait partie de l'Europe, et c'était son combat de tous les jours. Il est mort, peut-être heureusement pour lui, avant l'invasion de la Crimée de 2014. Et cet homme n'arrêtait pas de nous parler des frontières authentiques de l'Europe. Frontières authentiques de l'Europe. Voilà un concept qui met l'historien plutôt mal à l'aise, parce qu'en Europe, à part peut-être un pays comme l'Islande, qui ne touche aucun voisin puisque c'est une île, eh bien, tous les pays ont vu leurs frontières bouger au fil des siècles. Et c'est ici que j'aimerais me pencher avec vous sur quelques conceptions de frontières en France, en Allemagne, aux États-Unis et enfin à Genève. Je vais commencer par la France. En France, dès le XVIe siècle, on cultive allègrement le mythe d'un espace naturel français. Et je vous cite ici ce testament de Richelieu. Alors qu'il soit authentique ou apocryphe, n'est pas l'objet, n'est pas notre propos ici. Ce testament a été publié un demi-siècle après la mort de Richelieu. Ce qui nous importe, c'est que les mots qu'on va lire maintenant
correspondent à ce que l'intelligentsia française de l'époque de Louis XIV, donc après Richelieu, pouvait considérer. Le but de mon ministère fut de rendre à la Gaule les limites que la nature lui a fixées, de rendre aux Gaulois le royaume gaulois, d'identifier la France avec la Gaule, de rétablir la nouvelle. Et partout où fut l'ancienne Gaule, de rétablir la nouvelle. Voilà une expression de ce mythe qui a encore une bonne consistance chez nos voisins d'Outre-Jura. Les Français d'aujourd'hui sont les héritiers des Gaulois de jadis. Les Français d'aujourd'hui sont maîtres chez eux en France, comme les Gaulois l'étaient en Gaule, et d'ailleurs, cette terre est délimitée quasiment naturellement. À la même époque de la parution de ce testament, encore une fois, qu'il soit ou non authentique, ne nous importe pas ici, nous avons ces mots de Vauban, le constructeur des fortifications à Louvois. Nous sommes en 1673. Le roi devrait un peu songer à faire son pied carré, son pré carré. Le roi devrait songer à faire son pré carré, c'est-à-dire à prendre possession de tout ce royaume qui naturellement doit lui revenir. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, le roi Louis XIV fait le siège d'une ville qui se trouve sur la rive gauche du Rhin et qui jusqu'alors était une ville d'empire, mais qui depuis ce moment-là est française. Il s'agit de Strasbourg. Au moment où Vauban prononçait les mots que j'ai cités, Strasbourg n'est pas une ville française. 10 ans plus tard, elle le sera. Ou alors, toujours dans les années 1670, Turenne, notre ministre, a un officier: il ne faut pas qu'il y ait un homme de guerre au repos en France tant qu'il y aura un Allemand en deçà du Rhin. Alors, ne veut pas dire que Louis XIV partageait exactement cette conception, mais ce qu'on sait, c'est qu'avec la Révolution, ce sera la conception dominante. Avec la Révolution, tout le monde en France considérera qu'il y a des frontières naturelles, comme le dit par exemple à la Convention Lazare Carnot, les limites anciennes et naturelles de la France sont le Rhin, les Alpes et les Pyrénées. Notez qu'il a oublié au passage l'océan Atlantique, mais c'est pas trop grave parce que personne ne va revendiquer que l'océan Atlantique prenne la place de la France, tandis que du côté du Rhin, du côté des Alpes et du côté des Pyrénées, on pourrait discuter. Ou alors, le président de la Convention, Danton, qui dit ceci en 1793, et c'est précisément le genre de choses que les historiens ne peuvent pas avaler. Les limites de la République sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des 4 coins de l'horizon, du côté du Rhin, du côté de l'océan, du côté des Alpes, là où doivent finir les bornes de notre République. Alors ce qu'on voit, c'est que quand vous avez des hommes politiques qui tiennent ce genre de discours, voilà les limites naturelles de notre État. Ces gens-là, aussitôt conquis tous les territoires qui sont enclos dans ces prétendues limites naturelles, poursuivent leur expansion plus loin. Et c'est ainsi que, sous le Directoire, il y a un concept qui fait florès en France, c'est celui de grande nation. Il y a la nation française, avec ses limites naturelles, mais il y a la grande nation, c'est-à-dire tous les pays voisins, toutes les républiques sœurs auxquelles nous allons apporter, dans notre générosité qui ne connaît nulle frontière, le message de la liberté. Et c'est ainsi que sous le Directoire, les républiques sœurs, ainsi qu'on appelle les pays voisins, vont s'appeler l'Italie, vont s'appeler la Suisse, vont s'appeler la Hollande. Lors de la première campagne d'Italie, Bonaparte dit ceci: « Tous les pas de la grande nation sont marqués par des bienfaits. Heureux le citoyen qui en fait partie. » Voyez, nous apportons la bonne nouvelle au monde
et vous connaissez la suite de toutes les campagnes napoléoniennes. La grande nation, dit ailleurs Napoléon, c'est en 1797, enfin le futur Napoléon, est appelé par le destin à étonner et à consoler le monde. Très intéressant, ce concept de destin qui apparaît ici. Il est tout à fait parallèle, vous le voyez, avec celui de nature. Le mot de nature, le mot de destin sont si difficilement définissables que chaque personnalité politique peut les prendre à son compte. La nature me dicte ceci, le destin m'appelle à cela. Toute allusion à des visées territoriales d'aujourd'hui serait ici tout à fait évidemment fortuite. En 1792 déjà, donc avant Bonaparte, on parlait de grandes nations à l'Assemblée. Après 1815, après l'échec de Waterloo et la défaite de Napoléon, le Grand Rhin, c'est-à-dire la frontière naturelle du Rhin à l'est, reste l'ambition du nationalisme français. Au lendemain de la Grande Guerre en 1918, les chefs militaires français, appuyés par des Barrès, par des Maurras et d'autres, réclament toute la rive gauche du Rhin. Et je crois savoir qu'en 1945 aussi, De Gaulle aurait imaginé avec plaisir une frontière de la France qui aurait été la rive gauche du Rhin jusqu'à son embouchure, mais elle n'avait pas beaucoup de chance, la France n'avait à ce moment-là pas beaucoup de chance d'être entendue par les Alliés. Je cite une politologue, Cynthia Gora-Gobin, qui a ici des mots qui me paraissent parfaitement justes. Chaque ensemble spatial qu'on isole par la pensée, par exemple le territoire naturel de la France ou telle zone linguistique, a sa configuration particulière. Et c'est ainsi que les débats géopolitiques sont sans fin quand un État veut faire coïncider la frontière avec la limite de tel ensemble, par exemple un ensemble naturel, alors que l'État voisin veut faire coïncider la frontière à la limite d'un autre ensemble, par exemple un ensemble culturel ou linguistique. J'aimerais donner de cela une illustration méditerranéenne. En vous présentant maintenant une carte de la mer Égée qui a été diffusée en Turquie en été de l'année dernière. Je précise tout de suite, pour éviter les incidents diplomatiques, que le document que je vais vous montrer n'est pas un document officiel du gouvernement turc. Vous voyez ici que toutes les îles orientales de la mer Égée, et en particulier la totalité du Dodécanèse, jusqu'à la Crète elle-même, sont revendiquées par la Turquie. Vous voyez au passage que la Turquie revendique comme eau territoriale toute la zone qui est ici dans la partie orientale de la mer Égée, représentée en bleu foncé, alors que les eaux territoriales grecques doivent s'arrêter à 6 ou 12 000 marins des îles, donc laisser des eaux internationales au milieu. Voilà une carte qui a été diffusée en Turquie en juillet de l'année dernière. Alors la Grèce a évidemment toute raison de considérer comme siennes les îles du Dodécanèse, pour se limiter à cela, mais c'est déjà considérable, avec l'île de Rhodes en particulier, pour la bonne et simple raison que les gens qui habitent là-bas se sentent grecs et qu'ils parlent grec, que la plupart d'entre eux se reconnaissent comme membres de l'Église orthodoxe grecque, et la Turquie revendique ces mêmes îles avec un argumentaire qui est complètement différent. Elle ne peut pas dire que les gens parlent turc puisqu'ils ne parlent pas turc. Elle ne peut pas dire que les gens sont musulmans puisqu'ils sont orthodoxes. Elle ne peut pas dire que les gens veulent le drapeau turc puisqu'ils agitent tous des drapeaux grecs. Non, la Turquie a ici d'autres arguments qui sont des arguments géologiques. L'est de la mer Égée, cette plaque tectonique de la mer Égée, est en contact étroit avec la plaque anatolienne et constitue comme la continuation de tout le plateau anatolien qui s'arrête au milieu de la mer Égée. Effectivement, les grandes profondeurs, les abysses de la mer Égée
sont sur la partie occidentale. Donc voilà un argument géologique, voire tectonique, qui est mis en avant. Ce que l'historien constate, c'est que d'un côté comme de l'autre dans l'histoire, les puissances sont très souvent enclines à invoquer l'argument qui apporte de l'eau à leur moulin. C'est ce qu'on peut voir avec les guerres du 19e et du 20e siècle entre la France et l'Allemagne. Et je vais essayer de dire quelque chose ici qui va peut-être étonner ou scandaliser certains d'entre nous, mais je ne cherche à prendre parti pour aucune des deux puissances et puis à vous dire Strasbourg est française depuis toujours ou Strasbourg doit être allemande puisqu'elle appartient à l'Empire, mais à prendre un peu de distance pour regarder le problème. Depuis le XVIIIe siècle, la vallée du Rhin est considérée par la France comme la frontière naturelle de la France. Si on s'est exprimé en termes linguistiques, la vallée du Rhin parle en dialecte allemand, l'alsacien, donc c'est pas la France. Si on s'était exprimé en termes stratégiques, la frontière aurait pu être plutôt la ligne de faite des Vosges. Alors en 1871, l'Allemagne, avec Bismarck, impose comme frontière de référence la limite occidentale de l'ère de langue germanique. C'est un autre critère. Les Français disent c'est le Rhin, les Allemands disent c'est la langue germanique. En 1918, la France passe évidemment sous silence au traité de Versailles l'argument linguistique et définit, cette fois, sa frontière par le Rhin. Donc, en fonction du vent qui tourne d'un côté ou de l'autre, les diplomates sont tout à fait formés pour mettre l'accent sur tel ou tel type d'argumentation. En Allemagne, comment est-ce que les choses se passent et comment est-ce qu'on définit la frontière? C'est là quelque chose de passionnant, de très intéressant, et j'ai appris énormément de choses, notamment en lisant un dossier de Pierre Monet dans l'excellente revue de vulgarisation L'Histoire, un numéro paru en 2014. En allemand médiéval, il n'y a aucun mot pour désigner la frontière. Bon, à la rigueur, on pourrait dire marca. Ça vient du latin. Marca, c'est en français la marche. Les marches de l'Empire, ce sont les zones frontières. Et vous savez qu'à la tête d'une marche, il y a un marquis, comme à la tête d'un comté, il y a un comte, ou à la tête d'un duché, il y a un duc. Le marquis, c'est celui qui est dans les marges. Alors, ce mot est resté, par exemple, dans l'appellation de ce pays qui est au nord de l'Allemagne et qui s'appelle le Danemark, c'est-à-dire la marche des Danois. Il n'y a pas de mot pour dire frontière. Pourquoi? Bien parce que non seulement les frontières de l'Empire sont floues, mais elles sont tout simplement inconnues. On n'a pas de carte géographique et personne ne se met en tête de définir l'endroit où faire passer la frontière. Le mot qui apparaîtra en allemand, vous le connaissez, Grenze, ne vient qu'à la toute fin du Moyen-Âge. Et ce mot n'est pas un mot allemand, ça n'est pas une racine germanique, puisque le Grenze des Allemands est emprunté directement à un mot polonais, granica, qui veut dire la frontière. En tchèque, on a un mot de cette même famille. Alors, à l'origine, ce mot Grenze désigne la zone qui sépare les Allemands des Polonais, et ça n'est que par extension qu'en allemand, le terme Grenze va désigner l'ensemble des frontières et pas seulement la frontière orientale de l'Empire. D'ailleurs, qu'est-ce que l'Allemagne? Il y a une variation considérable des frontières d'un empire qui au Moyen-Âge est en théorie du moins autant romain que germanique, et puis l'Allemagne, c'est surtout le pays dont l'appellation varie peut-être le plus au monde. Imaginez l'Italie, par contraste. Dans toutes les langues de la planète, quand vous devez parler de l'Italie, vous aurez un mot qui ressemblera de près ou de loin à Italia. Qu'est-ce qu'il en est de l'Allemagne? Alors, sur cette carte, je n'ai pas essayé de dessiner une carte d'état-major qui aurait fait plaisir aux fantasmes d'officiers allemands de l'année 1943. J'ai indiqué comment on appelle l'Allemagne dans telle ou telle langue. Vous voyez, en français ou en espagnol ou en turc, on a une racine. Allemagne, Alemania, Almania. En Allemagne, c'est tout à fait différent puisqu'on dit Deutschland. Et il n'y a aucun rapport entre Deutschland et Allemagne. Mais si vous êtes dans le monde italien
ou anglais, vous avez Germania ou Germany. Et Germany n'a pas le moindre rapport ni avec Deutschland, ni avec Allemagne. Sans parler du fait que du côté de la Tchéquie, on a encore quelque chose de complètement différent, Niemiecko. C'est le même mot qui apparaît, par exemple, en ukrainien ou en polonais. Niemiecko, c'est un terme qui correspond à peu près à ce qu'on pourrait traduire par barbare. C'est le pays des gens qui sont muets, qui ne savent pas parler. Sous-entendu, qui ne savent pas parler notre langue. Le muet se dit d'une racine qui a donné précisément Niemiecko. Donc les Allemands, ce sont les muets. Et puis, si vous regardez encore la Finlande tout au nord, vous voyez que ce n'est pas d'Allemagne qu'on parle, mais de Saxe, puisque Allemagne en finlandais se dit Saksa. Vous voyez, au moins 5 terminologies différentes pour désigner un pays, ce qui montre bien que ce pays a une identité floue et des frontières floues. Pourquoi? Eh bien, c'est que l'Allemagne médiévale se prétend empire, et que par définition, un empire, contrairement à toute autre circonscription territoriale, un empire n'a pas de frontières. Au XVIe siècle, il était impensable que l'empereur Charles Quint rencontre l'empereur des Turcs, Soliman le Magnifique, parce que 2 empereurs ne peuvent pas se trouver dans la même pièce, pas davantage que 2 soleils ne pourraient se trouver dans le même ciel. L'empire a une vocation universelle. Et s'il a une vocation universelle, il n'a pas de frontières. Petite note en bas de page. Quand on parle dans l'histoire du christianisme d'église universelle, ou catholique en grec, d'église catholique, qui couvre la totalité, eh bien, on est dans la même logique. Qui pourrait se hasarder à prétendre dessiner sur une carte les frontières de l'Église? Ou les frontières, pour donner un autre exemple, du monde écuménique. Par définition, le monde écuménique recouvre l'ensemble de la planète ou de tous ceux qui veulent faire partie de ce monde écuménique. Il en va de même d'une Église, il en va de même d'un empire. Ailleurs, la frontière est encore complètement différente. Puis avant d'arriver sur Genève, un mot des États-Unis. Je me fonde encore ici sur Cynthia Gorra-Gobin. Dans les États-Unis du XIXe siècle, le mot « frontier » est en réalité une abréviation de « frontier settlement », c'est-à-dire habitat de frontière, qui désigne le front pionnier qui se déplace vers l'ouest. Contrairement à l'anglais « border » qui désigne effectivement la limite, la ligne. Au siècle dernier, un historien états-unien, Frederick Jackson Turner, a publié, c'était en 1920, un livre intitulé « La frontière dans l'histoire américaine ». Ce livre constituait la reprise d'une conférence que le même Turner avait prononcée en 1893 devant les historiens américains réunis à Chicago. Qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est le mythe américain, le mythe des États-Unis qui prend toute sa consistance. La frontière, dit Turner, est comme le fondement de la démocratie et de la nation américaine. Voyez, la frontière, que vous avez représentée admirablement par cette allégorie sur la couverture de ce livre, eh bien, c'est une zone qui sépare la ténèbre de la lumière. La ténèbre est à gauche, c'est-à-dire à l'ouest. La lumière est à droite, c'est-à-dire à l'est. Et nous allons vers l'ouest. Nous allons conquérir ces zones qui sont encore enténébrées, sauvages, dépourvues de toute civilisation et qui ne sont pas même chrétiennes. Et nous allons leur apporter la lumière de la démocratie. Voilà cette frontière. La frontière est d'abord dans l'esprit américain, et je parle ici des États-Unis, est d'abord quelque chose de dynamique. La frontière, c'est un programme. Et il faut apporter la démocratie, il faut apporter la civilisation, et il faut convertir ces sauvages à la démocratie américaine. L'existence même d'une frontière non figée au sein d'un État, je cite ici Cynthia
Gora-Gobin, cette existence d'une frontière serait à l'origine de la mobilité, de la faculté d'adaptation, du caractère inventif et optimiste du peuple américain, comme aussi de la formation d'une nation qui mêle des immigrants de diverses origines. La frontière, c'est comme l'apprentissage de la vie états-unienne, assimilation de cultures diverses, ou pour tout dire, processus d'américanisation. L'homme qui a été assassiné il y a juste 60 ans, ou 60 ans et un jour, je crois, Kennedy, a repris ce mythe de la frontière dès ses premiers discours de président en 1961. Et là, il a appelé les Américains à se lancer dans la conquête de 2 nouvelles frontières, la lutte contre l'inégalité sociale et raciale et la conquête spatiale. Et voyez, le mythe de la frontière en Amérique, eh bien, c'est ce mythe du mouvement, de la conquête, quelque chose qu'on n'a absolument pas en Europe, où le mot frontière n'a jamais cet arrière-fond sémantique. Alors, on pourrait évoquer beaucoup d'autres problématiques de frontières. On pourrait évoquer la frontière entre le profane et l'espace sacré. Vous avez ici une gravure du 19e qui représente Romulus, en train, avec sa charrue de bronze, de tracer le pomerium, c'est-à-dire une ligne entre le sacré et le profane autour du Palatin, parce qu'il est en train de fonder la ville de Rome. Après tout, c'est son nom. Et puis, il désigne par là une zone sacrée. Donc, c'est bien une frontière qui sépare le sacré du profane. Et si l'on est dans ce domaine, juste un mot là, pour faire un peu d'étymologie. Le temple des Latins, le templum, c'est d'abord un espace que l'augure délimite dans le ciel par le mouvement de son bras ou sur la terre par le mouvement de son bâton, un espace qui sépare le sacré du profane. Et ce mot templum est apparenté au grec temno, qui veut dire couper. Tous les mots en tomie, que les médecins connaissent bien, à commencer par l'anatomie, désignent la découpe, l'analyse du corps humain ou l'extraction d'un organe. Eh bien, le mot templum a la même étymologie. Il s'agit de découper le monde en zones différentes, l'une étant sacrée, l'autre étant profane. D'ailleurs, les espaces sacrés ont souvent été considérés comme des lieux frontières où les réfugiés peuvent trouver leur repos. Et puis, je ne parle pas des frontières maritimes, je ne parle pas non plus des frontières aériennes. Je crois savoir que l'espace aérien d'un pays va jusqu'à 100 km. Mais alors là, c'est les astrophysiciens qui peuvent nous dire si c'est vrai. Puis qu'au-delà de 100 km, plus aucun pays ne peut revendiquer quelque propriété que ce soit dans l'espace. Mais j'aimerais, pour terminer, me pencher brièvement sur Genève. Parce qu'à Genève, on a aussi des problèmes de frontières très intéressants. Nous sommes au moment de la Réforme. Réforme de 1536, réforme que précède la fuite de l'évêque et des chanoines, et réforme qui va de pair avec la conquête bernoise. Pendant une génération, vous le savez certainement, le lac Léman est un lac quasiment entièrement bernois. Il y a juste un petit bout du côté de Saint-Gingolph qui reste valaisan, et puis un petit bout du côté de Genève, entre Gentot et Colonie, qui est genevois. Mais tout le reste du Léman est un lac bernois, c'est-à-dire que Hermance est bernoise, Thonon, Évian sont des localités bernoises. La souveraineté de Genève s'étend sur la ville de Genève, à l'intérieur des remparts. Alors ici, nous sommes à l'extérieur des remparts, dans les marécages, dans cette zone incertaine qui sépare l'Arve de la ville. La souveraineté de Genève va du Petit Saconnet à Colonie. En gros, elle couvre Gentot, elle couvre le Mandement, Satigny par exemple, Nédan, elle couvre Jussy aussi. Mais il y a d'autres terres à Genève qui n'étaient pas entre les mains de la seigneurie, mais entre les mains des chanoines du chapitre, qui se sont enfuis avec l'évêque, ou qui étaient entre les mains des
moine bénédictin clunisien de Saint-Victor dans le quartier des Tranchées. Voyez, le prieuré de Clunisien a été détruit en 1934, mais il possédait d'assez vastes terres dans la campagne genevoise, Cartigny, Chancy, Avusy, Cesnien, des petits territoires éparpillés un peu partout. Sur cette carte, j'ai essayé de les dessiner un peu j'ai mis du rouge. Je ne sais pas si vous le voyez dans cette carte que j'ai photocopiée de l'Encyclopédie de Genève, mais j'ai ajouté des couleurs pour qu'on puisse y comprendre quelque chose. Il y a aussi des territoires minuscules à Collovray, Lancy, Troinay ou Gy. Et puis, il y a à côté de cela les terres qui appartenaient au chapitre, aux chanoines de la cathédrale. Et alors, elles sont assez importantes, mais leur territoire est tout à fait disparate. Il y a environ 25 villages. Il y a par exemple Céligny, il y a par exemple Moins, il y a Vendeuvre, il y a Sionnet, il y a Aunay, il y a Gaillard, etc. Les chanoines d'un côté, les moines clunisiens de l'autre jouissaient de droits dans ces terres, par exemple la levée de certains impôts, certains actes de justice, mais pas les peines de sang. Ils avaient le droit d'amender des paysans, mais pas de les exécuter ou de les mutiler. Alors quand les Bernois conquièrent toute cette zone, les Bernois vont jusqu'à Saint-Julien, jusqu'à Nédan et tournent tout autour de Genève, eh bien, ils revendiquent ces droits en disant « ils sont à nous ». Et les Genevois disent « ben non, c'était ceux des chanoines, c'était ceux des moines de Saint-Victor, donc c'est à nous ». Et c'est ainsi que, d'abord pendant une génération, les relations ont été empoisonnées entre Berne et Genève à cause de ces droits. Et puis quand Berne s'est retiré à la faveur du traité de Lausanne dans les années 1560, eh bien, c'est la Savoie d'un côté, c'est le pays de Gex de l'autre, donc la France provisoirement, puis ensuite de nouveau la Savoie, qui hérite de tous ces droits. Et c'est ainsi que pendant 2 siècles, Genève, c'est une entité territoriale dans laquelle on ne peut pas faire un pas sans être confronté à la question des frontières. Et si encore c'était aussi simple que cette carte le donne à penser, on pourrait s'entendre. Mais il faut savoir que dans certains de ces territoires, dans la plupart de ces territoires, les droits s'enchevêtrent et que telle puissance a tel droit dans ce territoire mais doit céder tel autre droit à telle autre puissance. Alors quand on est entre Berne et Genève, on est du même côté de la réforme, on pourrait théoriquement s'entendre, ce qui a rarement été le cas, mais quand on est entre la Savoie et Genève, et nous sommes proches de l'époque de l'escalade, eh bien la Savoie possède tout ce qui est en blanc sur cette carte, et la Savoie veut compléter son territoire en prenant Genève. Donc des litiges incessants entre Genève et Berne d'abord, entre Genève et la Savoie, 2 siècles d'empoisonnement, jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle triomphe la conception selon laquelle il faut privilégier l'unification du pouvoir et du territoire, faire en sorte que tel souverain règne totalement sur ce territoire et que tel autre règne totalement sur tel autre territoire. Un mot de conclusion maintenant. Nous voyons bien que nous sommes en matière de frontières dans une période mouvante aujourd'hui. Il y a beaucoup de scientifiques de la frontière. En sciences politiques, à la bibliothèque du Nimail, j'ai trouvé 4 rayons de livres sur le thème de la frontière et ils portent tous la cote 341.222. Mais il y en a une très grande quantité et ce sont tous des livres très récents. Certains esprits naïfs pouvaient croire en 1989 qu'avec la chute du mur de Berlin, la problématique de la frontière serait dorénavant reléguée dans le passé. Mais depuis 1989, on a assisté à la construction de plus d'une 50aine de murs frontaliers sur la planète. Que ce soit les États-Unis face au Mexique, que ce soit Israël face au territoire palestinien, que ce soit l'Inde face au Bangladesh, et cette frontière-là dont on entend assez peu parler est peut-être aujourd'hui la plus meurtrière d'entre elles, parce que quand un homme du Bangladesh tente de passer cette frontière en Inde, il ne se fait pas seulement molester par les gardes indiens, mais dans bien des cas, tout simplement abattre. La frontière, nous l'avons vu, ça n'est jamais une entité naturelle. Ça n'est jamais quelque chose qui pourrait être authentique, sauf évidemment dans les discours idéologiques et dans les campagnes belliqueuses.
Et je pense qu'on a là un critère. Quand vous avez un chef d'État, un chef militaire qui vous dit les frontières authentiques de notre nation s'étendent jusque là-bas, aussitôt les signaux d'alarme doivent s'enclencher en nous et notre esprit critique doit nous rappeler qu'il n'y a jamais eu de frontières naturelles ni de frontières authentiques sur la planète. La frontière est toujours une construction de l'esprit humain, une construction des sociétés, des équilibres politico-militaires. La frontière n'est jamais sacrée. Alors est-ce qu'il en va de même avec les autres frontières, les autres limites qui ne sont pas territoriales? Si l'on accepte ici des données physiques, comme la vitesse de la lumière, toute limite paraît questionnable, à commencer par les limites, par les frontières entre nos disciplines universitaires. Un ancien doyen de la faculté des sciences, qui était fort de son PhD en thermochimie, et Georges devine tout de suite à qui je fais allusion, disait avec malice, moi j'ai un PhD, philosophie et docteur, je suis donc philosophe. Au XIIIe siècle, il aurait eu parfaitement raison. Les sciences naturelles ressortissaient alors au domaine de la philosophie. J'aimerais terminer en citant Anne-Laure Amilat-Sari, du livre dont vous avez la référence ici, en tout début, qui écrit ceci: « La frontière est le lieu du malentendu. Il est difficile de se mettre vraiment d'accord sur ce qu'elle veut dire, et sans doute est-elle l'un des objets qui permet le mieux de dire la vanité des efforts de traduction. Est-ce un désavantage ? Sans doute beaucoup moins qu'on voudrait nous le faire penser, car la frontière est aussi l'espace de la métaphore par excellence. Or, tous les lecteurs de Ricoeur se rappellent que la métaphore nous donne à penser. C'est dire que la frontière, la limite aussi, nous donne à penser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel Grandjean. Alors, je vous propose de faire une petite pause et puis on reprend à 17h20, si ça vous va. Voilà, on reprend à 17h20 pour la discussion. Merci. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Michel pour cette superbe conférence qui a dévoilé de nombreux aspects des frontières au cours de l'histoire. Et venant d'un domaine très différent de l'histoire, justement, ma peur est ici de tomber un petit peu comme un cheveu sous la soupe et de ne pas être très pertinent dans mes questions. Donc, à l'avance, je m'en excuse. Peut-être que, pour démarrer cette discussion, j'ai envie de raconter une petite anecdote que j'avais lue il y a fort longtemps sur des astronautes qui étaient en orbite autour de la Terre. Et un de ces astronautes racontait qu'au début, lors des premières révolutions, chacun montrait son pays. À la deuxième, la vue s'élargissait, chacun montrait le continent dont il était originaire. Et à la troisième révolution, il ne voyait plus que la Terre. Ma première question à Michel, puisque tu es un historien, je me suis posé la question, quelle est la plus ancienne, référence à une frontière dans les textes que nous connaissons ? Je dirais que pour moi, dans la Bible, déjà dans le récit de la Genèse, il y a cette frontière liée à l'arbre de la connaissance, qui est une frontière plutôt intellectuelle. On ne peut pas prendre des fruits de l'arbre de la connaissance, mais peut-être que dans les autres livres de la Bible, il y a un moment donné où il y a d'autres pays qui interviennent. Je me demandais quand est-ce que ça intervenait dans la Bible, mais aussi de manière plus générale, quelles sont les plus vieilles références à cette notion de frontière, à des peuples différents. Une frontière dans la Bible, alors si tu parles de l'interdit d'aller vers l'arbre de la connaissance, moi je dirais qu'il y a une autre limite qui apparaît avant, c'est un chapitre plus loin, plus en amont. Quand Dieu fait la création, il sépare la lumière de la ténèbre, il sépare l'eau de la terre, etc. Donc là, on est déjà dans la séparation qui permet la vie, parce qu'on n'est pas dans une soupe indistincte. On n'est plus dans le tohu bohu initial, enfin c'est ce grand potage cosmique, mais on est dans quelque chose qui s'organise. Et alors maintenant, effectivement, il y a des peuples qui apparaissent déjà dans la Genèse, mais on pourrait prendre toutes les civilisations. Les gens se rendent compte assez vite que
De l'autre côté de la montagne, il y a des gens qui parlent des langues qu'on ne comprend pas. Et puis, alors dans la Genèse, c'est le mythe de la tour de Babel, mais un peu partout, on dit, ben voilà, nous sommes civilisés, et puis les autres sont des bègues. C'est comme ça que les Grecs se considèrent. Nous avons la culture, nous avons la langue, puis les autres baragouinent n'importe quoi, et les baragouineurs, en grec, ça se dit les barbaroi. Les barbares, c'est les gens qui baragouinent. Puis le mot barbare, ben c'est proche, c'est la même racine d'ailleurs. Donc, et là, je crois que c'est quelque chose d'assez commun à l'humain, que de considérer que nous, on est bien, puis que les autres sont différents, et qu'en conséquence, ils sont moins bons. Je voyais, aujourd'hui, je mangeais avec ma petite fille de 10 ans. Elle habite Carouge. Alors, elle trouve que Carouge, c'est la plus belle localité de toute la Suisse. Puis je lui dis, il y a un autre Carouge dans le canton de Vaud, mais ça ne s'écrit pas de la même chose parce qu'il y a 2 R. Alors, elle n'est jamais allée dans l'autre Carouge, mais elle m'a dit spontanément, oui, mais là-bas, c'est moins bien. Donc, je crois que là, il faudrait interroger des psychologues. On a toujours tendance à dire que nous, on est bien, et puis les autres, c'est pas bien. Et peut-être que là, on a quelque chose qu'on pourrait voir dans toutes les grandes civilisations qui sortent du néolithique et qui accèdent à l'écriture, parce que c'est au moment où on accède à l'écriture qu'on peut dire des choses comme ça, où les Égyptiens sont méprisés par les Sumériens, et les Sumériens sont méprisés par les Égyptiens, sans qu'il y ait forcément une ligne qui sépare les 2 empires, mais on sait que là-bas, il y a des gens à la fois dangereux et moins bons que nous. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait humain. Est-ce qu'on peut dire que la frontière est née avec la sédentarité? Oui. Oui, si on est nomade, il y aura des zones dans lesquelles on navigue, on se déplace dans des zones, mais à partir du moment où on est sédentaire, et c'est le texte de Rousseau que j'ai cité, à partir du moment où quelqu'un dit « Ah tiens, ici c'est joli, ça c'est chez moi ». Alors, je mets en écriteau « interdiction d'entrée », puis Rousseau dit « voilà, tous les malheurs de l'humanité viennent de là », puis c'est là que Rousseau construit ce mythe du bon sauvage, qui correspond à rien d'historique, mais on est dans le romantisme des Lumières quand Rousseau dit cela. Alors, pour lui, effectivement, il dirait, à partir du moment où vous êtes sédentaire, vous avez des cultures. Donc, ces cultures, vous devez les protéger dans des greniers. Mais le grenier doit être sous bonne garde. Donc, il faut une force de police ou une force militaire pour protéger cela. À ce moment-là, il faut organiser la chose. Donc, on a besoin d'avoir des inventaires, on a besoin de l'écriture, on a besoin d'une société qui va condamner et punir les délinquants. Et tout ça, c'est ces sociétés qui émergent au sortir du néolithique. Tu as donc parlé du fait que la frontière était en quelque sorte une construction intellectuelle, ce que je trouve tout à fait intéressant et juste. Et ça m'a fait penser à ce qui est écrit au début du livre Sapiens de Hariri, dont je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en penses. Au début de ce livre, il dit qu'il y a eu une époque, évidemment, fort lointaine, où il y avait plusieurs types d'êtres humains. Et c'est l'Homo sapiens qui a pris, en quelque sorte, l'ascendant, le pouvoir sur Terre. Ça tombe bien, c'est nous. Oui, c'est nous, exactement. Et en fait, il s'est posé la question, quel a été leur avantage? Et pour lui, c'est justement la création des mythes. Parce que les mythes permettent de réunir les gens. Ouais. Et c'est vrai que quand on pense, par exemple, à un mythe tel que celui de la Suisse, parce que finalement on en est un aussi, c'est une construction intellectuelle, c'est un mythe qui à la fois réunit, ça nous réunit, moi comme Valaisan, avec des Uriquois, qui ne parlent même pas la même langue, et en même temps ça sépare de moi qui parle le français avec les gens qui sont à Paris. On peut dire que c'est un mythe qui à la fois réunit et sépare, mais qui permet en quelque sorte de donner une filiation avec des gens que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, si je puis dire. Et je voulais savoir ce que tu pensais de cette idée d'Hariri qui dit que finalement, la création du mythe a été un des facteurs importants pour permettre à l'Homo sapiens de pouvoir joindre les forces de plusieurs milliers, voire peut-être parfois même de dizaines de milliers d'individus, alors que les autres, peut-être pour des raisons diverses, ne l'ont pas inventé et sont restés plus isolés. J'ai été moi aussi très séduit
mais j'avais lu ça il y a 5 ou 6 ans, donc ma lecture est ancienne, par cette idée du mythe. Hein, c'est dans la conversation, je me rappelle Hariri qui dit quand des astrophysiciens ou des historiens, puis il donne ces 2 exemples, se réunissent en colloque, et puis que vient l'heure du café, on leur sert quelque chose à grignoter parce que c'est la pause, entre eux, ils ne parlent pas forcément des causes de la Première Guerre mondiale, ou bien de savoir si Pluton est une planète ou pas, mais ils parlent de tel prof qui est parti en vacances avec son budget de recherche, ou qui a trompé sa femme avec son assistante, ou etc. Puis ça, il dit, ben voilà, c'est la conversation. C'est ce qui fait qu'on est humain, on parle de tout. Maintenant, dire que les Néandertals, eux, n'avaient pas ça, moi j'en sais rien, je ne connais pas assez, mais je crois que maintenant, on montre qu'il y a beaucoup d'interpénétration génétique entre Cro-Magnon, c'est-à-dire nous, enfin les Homo sapiens, et puis les Néandertals, puis que, pardonne-moi Georges, mais tu as certainement aussi un petit peu d'ADN de Néandertal. Hein, mais très parce qu'on a tous ça aussi, donc dire que les Cro-Magnons auraient le monopole de la conversation et du small talk et de la construction des mythes, vraiment, je ne sais pas assez pour pouvoir le dire. Okay. Mais c'est une idée stimulante, effectivement. Une question que je m'étais aussi posée, c'est que finalement, il y a eu des mondes qui ont évolué de manière assez indépendante les uns des autres pendant très longtemps. Si on imagine par exemple les peuples d'Amérique du Sud, je pense qu'ils ont eu une évolution, on dirait en physique, adiabatique, sans trop d'informations échangées avec le reste du monde. Et je me posais la question s'il y avait eu des historiens qui ont fait des sortes de comparaisons sur à la fois les aspects universels et en même temps différents. Et par exemple, si on prend le cas des frontières, j'imagine qu'ils ont eu un petit peu les mêmes histoires qu'en Europe. Ah oui, ça c'est génial. On est vraiment dans quelque chose qui est à la pointe de l'histoire. Un historien indien de langue anglaise, Subramanian, a lancé le concept, il y a une douzaine d'années, d'histoire connectée. Il faut connecter les choses et puis prendre des sources de différentes civilisations et puis de regarder au travers, enfin non pas seulement à travers ses propres lunettes, mais à travers celles des autres. Donc si je veux faire l'histoire du monde au XVe siècle, je ne dois pas mettre l'Europe au centre du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait stimulant, qu'on essaye de faire à la vérité, par exemple au niveau européen, quand on dit, voilà, je ne fais pas l'histoire de la France, mais l'histoire de l'Europe. On doit essayer de connecter les choses, et ça, c'est un des défis de l'histoire aujourd'hui. Alors le problème, c'est que ça implique des connaissances linguistiques phénoménales. Parce que là, je parle de l'Inde. Alors je peux lire un peu l'anglais, et puis lire en anglais des choses sur l'histoire de l'Inde, mais je n'ai jamais appris le sanskrit, je ne connais pas le hindi, donc je n'ai pas accès à tout ça. Donc il faudrait des gens qui soient bons dans plusieurs langues pour pouvoir connecter les choses. Si on veut faire l'histoire de l'Amérique, qu'on appelle, vue de chez nous, précolombienne, mais c'est un terme qui ne joue pas pour parler des Incas et des Aztèques, il faudrait pouvoir être bon pour lire tous les textes qu'on peut encore avoir dans ces langues-là. Généralement, on n'en connaît que ce qui a été transmis dans les toponymes, par exemple. Alors, je ne sais pas, le seul mot aztèque que je connais, c'est le Popocatépetl au Mexique, mais voilà, autrement, je ne sais pas l'aztèque. Cela est dit, c'est vrai qu'il y a des choses communes, et c'est passionnant de les étudier. Mm-hmm. Même si, à certains égards, on s'est demandé si on n'a pas forcé les choses quand on s'est dit, regardez, chez des peuples d'Asie, par exemple en Océanie, il y a un mythe du déluge. Donc ce qu'on lit dans le livre de la Genèse avec l'histoire de Noé et de son arche, eh bien, ça ne concerne pas seulement le Moyen-Orient, mais l'ensemble de la planète. Et effectivement, tout a été inondé parce que dans ces îles d'Océanie, ils connaissent aussi l'histoire du déluge. Puis on s'est dit depuis que, en fait, c'est des missionnaires qui nous ont transmis ça, les premiers qui allaient là-bas, qui essayaient de faire l'effort de traduire la langue, et puis c'est possible que ce soit eux qui aient donné cette chose-là, cette idée, puis qu'ils aient un peu transmis, un peu comme si
On reçoit une sonde de l'espace qui est allée prendre un échantillon sur une comète, et puis sans prendre de précaution, on regarde, on touche les échantillons, puis on dit « Ah, mais tiens, il y a des bactéries, comme chez nous ». Et peut-être qu'il y a eu des phénomènes comme ça aussi, donc il faut faire très attention à nous. J'ai encore une dernière question, après je vous donnerai la parole. En fait, et là c'est un petit peu provocateur, ce que je vais dire, dans le sens que tu as dit, voilà, les frontières naturelles n'existent pas. Parce que finalement, ce sont des constructions de l'esprit. Mais implicitement, ça signifie que l'être humain n'est pas naturel. Ou fait-il partie de la nature? Natur und Kultur. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'être humain comme étant un phénomène de la nature? Oui. Mais alors à ce moment-là, je vais citer Pic de la Mirandole. Parce que il y a 2 jours, je donnais une conférence sur ce grand humaniste italien du XVe siècle. Alors il n'y a aucun rapport, puis je pensais je n'aurais pas le moyen de faire le lien entre les 2 conférences, mais tu me donnes le moyen de le faire. Pic de la Mirandole cite un mythe qu'on trouve chez Platon, dans le Timée, le mythe d'Épiméthée. Le créateur, dit Platon, et ensuite Pic de la Mirandole reprend ça en disant que c'est le dieu, crée toutes sortes d'animaux différents. C'est la nature. Et puis il a tout un arsenal d'accessoires, toute une réserve qui permet de donner aux uns et aux autres quelque chose de spécifique. Par exemple, il donne à l'oiseau des ailes qui lui permettent de voler. Il donne au fauve des muscles puissants qui lui permettent de bondir et de saisir une proie pour se nourrir. Mais il donne aussi à la gazelle de quoi peupler la savane pour ne pas se faire entièrement manger par les fauves. Et puis il donne les crocs à certains, les cerfs à d'autres. Il donne aux ours polaires le pelage qui leur permet de résister à l'hiver. Enfin voilà, il distribue tout avec générosité. Et puis arrive vers lui la dernière des créatures. C'est un bonhomme qui se tient tout nu, comme ça, avec une peau toute rose, toute frêle, sur 2 pattes. Et puis il regarde dans son arsenal, puis il dit « Je suis embêté, j'ai tout distribué. Alors, je vais te laisser te construire toi-même. » Et là, on a un grand slogan de l'humanisme. Erasme dira ça une génération plus tard. On ne naît pas humain, on le devient. C'est-à-dire que l'humain est appelé à se construire, dans cette grande conception anthropologique des humanistes. Alors Simone de Beauvoir dira la même chose pour la femme, mais c'est d'abord Erasme qui a dit ça. Or, quand il dit est-ce que l'homme n'est pas une créature naturelle, ben non, l'homme n'est pas comme les autres créatures. Pic de la Mirandole, puis je le cite encore pour terminer, dit que quand le petit animal naît, son destin est déjà tout tracé. On sait que le petit agneau va devenir un mouton, puis que le petit louveteau qui naît en même temps va devenir un loup, et puis si les deux se rencontrent une année plus tard, eh ben le loup va manger l'agneau, et c'est pas le contraire. C'est comme ça, tout est donné. En revanche, le petit homme qui naît sans sa destinée. C'est lui qui doit la construire. Il n'a pas au poignet une étiquette qui dit la profession qu'il aura plus tard, puis il n'a pas au poignet une étiquette qui dit quelle sera sa valeur morale, par exemple brigand de grand chemin ou bienfaiteur de l'humanité. Ça on ne sait pas. C'est l'humain qui est appelé à se construire soi-même. Alors de ce point de vue-là, il y a toute une tradition intellectuelle européenne qui dit que l'être humain, ce n'est pas un être naturel comme les autres. Donc on peut dire que la frontière qu'il construit n'est pas un phénomène naturel non plus. Ok, très bien, merci pour ta réponse. Voilà, donc, monsieur, vous avez une question? Oui, merci d'abord pour ta conférence qui m'a beaucoup intéressé. Donc c'est pour aborder la question des limites, l'urgence des limites. Et ce qui m'a frappé, c'est que très vite, le mot frontière devient le mot dominant pour parler de la limite, y compris dans le dessin que tu as montré au début, c'est-à-dire frontière, il y a le front, c'est-à-dire que la limite est associée au belliqueux, à la guerre. Oui. Alors la question qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est la seule manière d'envisager pour un historien la question de la limite, ou bien est-ce que, et ça tu l'as peut-être un peu déjà indiqué dans les premières, dans ce que tu as dit au début, que dans les différentes langues, le mot limite est plurisignificatif. Oui. Dans certaines langues, ça peut être la marche, le chemin, le lien,
etc. Exactement. Donc il y a une pluralité d'approches de la limite. Alors est-ce que le fait de focaliser sur la frontière avec toutes les cartes, est-ce que ça ne réduit pas la manière d'aborder la question de la limite? Est-ce que à travers l'histoire, il y a eu d'autres manières d'aborder la question de la limite en ne la focalisant pas sur la question de la frontière? Oui, tu as parfaitement raison. Je n'ai pas évoqué les limites des sciences, dont on peut avoir une certaine conscience. On pourrait penser à des écoles intellectuelles médiévales dans lesquelles on cherche à faire la liste de toutes les disciplines, à les organiser pour dire, ben voilà, là on peut aller. Ce qui apparaît massivement en histoire quand on parle de ce terme limite, bordure, frontière, ben c'est effectivement le côté géographique, sur lequel j'ai donc insisté. Mais tu as parfaitement raison de rappeler, merci beaucoup Lebert, que le caractère polysémique de ce concept-là, parce qu'entre la limite, entre la boundary, entre la frontière, eh ben, il y a plein de choses qui évoquent des choses différentes. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, ben, alors qu'on imaginait que la frontière, avec la fin du régime communiste, serait quelque chose de dépassé, on ouvre le mur de Berlin, donc on abolit la frontière, on se dit, ben voilà, maintenant c'est dans une sorte de naïveté phénoménale quand on regarde les choses 30 ans plus tard. Certains pouvaient se dire au début des années 90, ben maintenant c'est le libéralisme et la démocratie qui sont victorieux. Ben certains ont même dit, ben c'est la fin de l'histoire. Belle illusion. Aujourd'hui, ben on voit que les frontières sont plus présentes que jamais. Régis Debray a écrit un petit livre pour dire « Éloge de la frontière », en disant mais s'il n'y a plus de frontières aujourd'hui, ben, ça veut dire que quand un imam lance une fatwa, eh ben, personne n'est à l'abri de cela partout sur la planète, parce qu'il n'y aurait aucune frontière. On dit mais c'est bien d'avoir des frontières, et d'abord nous en avons une, organiquement, c'est notre peau, qui est la frontière entre notre corps et le monde, et puis en tant que telle, la frontière est quelque chose de positif. Donc on peut parler aussi de frontières de façon éminemment positive et pas seulement belliqueuse. Mais il y a en dedans et en dehors, puis je pense qu'on a besoin de ça aussi pour vivre. Mais tu as parfaitement raison, c'est tellement... Les limites, c'est la même chose que parler positivement des frontières, vu que frontière c'est franc. Oui. Mais on peut aussi parler positivement de frontières, je pense. En tout cas, c'était le plaidoyer de Debray, dans ce petit livre paru il y a 5 ou 6 ans, je crois. Monsieur? Oui. Attendez, une question ici, pardon. et après je viens vers vous. Oh, excusez-moi. Je n'ai pas vu la question. Alors, je vais te poser une question de mathématicien qui regarde une carte politique avec les frontières des pays. Donc, le mathématicien regarde aussi le tracé des frontières et les courbes qui apparaissent dessinées. Alors, on constate qu'il y a une grande irrégularité, en général, dans ces courbes-là. Mais je suis assez frappé par ce qui arrive dans le continent africain, où il y a des segments de droite. Et des droites qui sont souvent des limites, des frontières entre les pays. Donc comment est-ce que l'historien interprète cette différence de tracé qui est très flagrant, à mon avis, pour le mathématicien qui regarde et qui essaye de mettre en équation, peut-être, ces frontières. Bon, j'avais préparé aussi un chapitre sur les frontières en Afrique, et en fait, en mettant ça au point, j'ai supprimé les diapositives parce que ça faisait trop de choses. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a décidé, dans les années 60, de ne pas remettre en question les frontières coloniales. Et en fait, elles ont de fait très peu changé entre l'Afrique coloniale et puis les pays africains actuels. Alors ces frontières, quand on connaissait le cours d'une rivière, on les dessinait le long de cette rivière, puis quand on ne connaissait pas,
on recourait à l'astronomie, et puis c'est le méridien ou c'est le parallèle, et puis c'est comme ça qu'on fait la frontière, exactement comme on a décidé de la frontière entre les États-Unis et le Canada, hein, sur toute la partie occidentale. Hein. Alors, dans la partie orientale, c'est très sinueux parce qu'on connaît, puis après on a dit, on va fixer tel parallèle, et puis on trace la frontière comme ça. Puis alors aujourd'hui encore, on voit cette frontière, puisque chaque pays a pris l'engagement de déboiser régulièrement 3 mètres de terrain de part et d'autre de la frontière. Donc il y a une ligne de 6 mètres de large qui traverse les forêts. Alors il paraît qu'en hiver, on peut foncer en bob là-dessus, enfin je ne sais pas quoi, ou s'y promener en été, j'en sais rien. Mais tout ça traverse sur des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres le continent américain. Alors ça, c'est une frontière typiquement artificielle. Et en Afrique, on a fait ces frontières sans tenir compte des langues ni des peuples. Et certains peuples, précisément, qui vivent de façon nomade, se sont trouvés coincés entre 2 frontières. S'il y a beaucoup de gens, oui, je pense. Si toute frontière peut être source de conflit. Mais effectivement, une frontière rectiligne peut l'être aussi s'il y a des populations qui sont là. C'était un argument d'ailleurs à l'époque soviétique de comparer la carte de la Russie avec des frontières sinueuses à la carte des États-Unis où les États sont parfois dessinés au cordeau. Puis on disait, voyez, nous sommes, grâce à notre matérialisme, en lien avec la réalité, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, regardez, les Américains, ils n'ont aucun sens de la réalité, ils veulent imposer le capitalisme contre tout bon sens, et ils tracent des frontières à l'équerre. Donc, voilà. Donc là, c'est d'autres frontières aussi dont l'étude est passionnante. Merci. Ne dit-on pas dans le langage courant qu'on pense que de l'autre côté, l'herbe est plus verte. D'accord ? Alors, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que jusqu'à maintenant, on disait que de chaque côté, chacun est maître chez toi. On ne veut pas dépasser la barrière, alors que dans le langage commun, on pense que de l'autre côté, c'est mieux. Oui, mais on dit l'herbe est plus verte de l'autre côté. Là, c'est le comportement de l'animal, de la chèvre ou du mouton. Pour nous, on peut se dire, on va aller là-bas, et puis on va conquérir de nouvelles terres, puis conquérir un pays fantastique qui pourrait être l'Eldorado, ou le Pérou, je ne sais pas quoi. Mais j'ai bien l'impression que dans l'humanité, on considère que s'il y a des bonnes terres ailleurs, on va les prendre, mais ce que nous faisons, c'est quand même mieux que ce que font les habitants de ces terres-là. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est bien là-bas parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a des ressources, mais notre civilisation est quand même plus brillante que celle d'autrui. En tout cas, on va réfléchir à ça, mais je ne crois pas que soit répandue dans notre société l'idée que les autres font tout mieux que nous. Selon le bon précepte vaudois, il n'y en a point comme nous. J'ai une mini petite question technique. Est-ce que vous avez une idée pourquoi sur les cartes de géographie, les frontières internationales sont dessinées en rose ? Pourquoi est-ce que les frontières sont dessinées en rose ? Elles ne sont pas toujours dessinées comme ça, mais c'est vrai que... Sur les cartes de géographie, par exemple, si vous prenez la frontière entre la Suisse et la France, elle est en rose. Parce que c'est... Alors ça j'en sais rien du tout. Et on ne peut pas... Dès lors qu'on dessine les forêts en vert, on ne peut pas faire la forêt en vert, et puis je ne sais pas. Mais j'ai vu des cartes où c'était pas dessiné comme ça, mais plutôt avec des croix, une petite croix qui se suivent, ou je sais pas. Je crois qu'il y a... Là, il faudrait demander à des cartographes qui pourraient nous en dire plus. Je
Je vous passe tout de suite le micro. C'est juste une petite remarque. J'aime beaucoup ce dessin qui est là derrière, parce que dans le fond, il y en a un qui est quand même un tout petit peu plus important que l'autre. On voit comme ça, juste, voilà, il y a un chou de plus, mais ça compte. C'est toute la différence. Ouais. On n'est jamais vraiment égaux. Ouais. Merci à Sampé. Il y a aussi... j'ai été très marqué autrefois par le livre de Jung qui s'appelle « L'aspect du drame contemporain ». C'est très intéressant parce que là, on parle de frontières mythologiques. En fait, Jung part de l'idée que l'Allemagne n'a pas vraiment complètement assimilé le christianisme et qu'elle est restée très marquée dans son inconscient collectif par les mythologies et qu'au fond, les signes du nazisme sont des signes vraiment mythologiques, la croix gammée. D'ailleurs, moi j'ai un souvenir absolument effroyable de ces tambours comme ça qui se tapaient. Il y avait une musique qui était vraiment très, très particulière. Et il y a tout un rituel extrêmement important. Et au fond, l'idée, c'était que Thor, ou le dieu de la guerre, avait un marteau. Et que partout où son marteau tombait, étaient les limites de l'Empire. Et alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quand même une idée assez intéressante. Est-ce que sur le plan des religions, et je pense aux religions en général, enfin je pense à nos religions de Dieu unique qui sont légitimement, malheureusement très conquérantes, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des frontières en quelque sorte religieuses qui ont été établies? Est-ce qu'il y a des religions, en quelque sorte, qui se sont manifestées et développées pour occuper un terrain, matériellement, pour pouvoir faire partir leur peuple? Merci Yves. Bon, je ne pense pas que toutes les religions monothéistes soient conquérantes. Et puis, il y a au moins l'exemple du judaïsme. Malgré les paroles de Gaulle, je crois en 68, ce peuple hautain et sûr de soi, dominateur et conquérant, l'histoire ne montre pas que le judaïsme était un peuple de conquérants. Mais du côté de l'islam et du christianisme, oui, il y a eu ça. Enfin, il y a des puissances politiques qui ont utilisé l'islam, qui ont utilisé le christianisme pour des besoins de conquête. Puis là, c'est très difficile de faire toujours le départ entre le politique et le religieux. Parce que ce n'est pas le religieux en tant que tel qui est conquérant, c'est l'usage qu'on en fait. Et je pense que certains usages qu'on a fait du christianisme sont assez éloignés de l'évangile. C'est-à-dire que quand Jésus dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'argent, rendez-le à César, et puis ce qui appartient à Dieu, c'est vous, puisque vous êtes à l'image de Dieu. Donc, il y a eu souvent dans le christianisme une sorte de mésalliance, que comme le disait le grand historien de l'humour, chaque fois que le christianisme s'est compromis avec le pouvoir, d'une certaine façon, il a trahi l'évangile. Alors dans l'histoire, ça, on le voit effectivement, puis c'est comme ça, puis on n'a pas besoin de dire c'est bon, c'est mauvais, enfin, on n'est pas... Dieu ne nous demande pas de prendre sa place pour le jugement dernier, Dieu merci, mais voilà, c'est comme ça, puis ça pose parfois des questions d'interprétation de l'évangile. Maintenant que c'est pour ça que je dis il n'y a pas deux religions qui se combattent l'une l'autre pour avoir un territoire, ce sont deux pouvoirs politiques qui recourent aux religieux comme l'un de leurs arguments ou l'une de leurs armes pour occuper un terrain. Et alors ça, on l'a fait plus souvent qu'à son tour. Et si effectivement il y a des éléments païens, enfin, qui peuvent rester dans une certaine... Voilà, dans des mythes allemands, je pense que mutatis mutandis, on pourrait le dire d'autres cultures aussi. Si vous regardez la culture française et Clovis qui demande le baptême catholique autour de l'an 496 ou 97, les Mérovingiens ne sont pas de 12 agneaux qui annoncent l'évangile. C'est des barbares. Clovis, avant comme après son baptême, est un chef de clan particulièrement sanguinaire, une sorte de chef mafieux.
Ouais, enfin, et pourtant, c'est le christianisme. Et la France devint chrétienne. Bon, c'est ce que dit Grégoire de Tours après, quand il écrit l'histoire des Francs. C'est ce que dira De Gaulle, quand il dira « Baptême de Clovis, baptême de la France ». Bon, je veux bien, mais on pourrait aussi interroger le christianisme des Français. D'autres questions, interrogations? Bien, merci. Moi, j'en aurais une qui fait écho à la première remarque. Est-ce qu'on pourrait essayer d'inventer ou trouver un terme qui évoque peut-être quelque chose de différent pour désigner la même chose ou peut-être quelque chose de différent? Justement, on a dit donc frontière évoquait la question plus belliqueuse avec le front, mais aussi ce que vous avez montré par rapport à l'imaginaire états-unien, quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, qu'on repousse. Voilà, dans le cadre du cours, on a vu aussi que la limite tendait aussi à être repoussée. On repousse les limites. Et il y a un terme que j'interroge et sur lequel je voulais vous poser une question qui apparaissait dans le titre. Qu'en est-il de la bordure? Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Non, et je me demandais quel est ce statut, parce que je réfléchissais au bord. Finalement, le bord marque-t-il une frontière, une limite très nette? En même temps, on utilise aussi le mot déborder, qui permet d'aller quand même un peu au-delà, mais pas forcément. Lorsque l'arve déborde, sort de son lit en cas de crue, elle revient quand même après, elle revient dans son lit naturel. Et voilà, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du mot de bord ou de bordure. Oui, effectivement, j'espère que personne ne remarque que j'ai laissé un peu la bordure de côté. J'avais dit ça dans le titre, puis j'ai rien trouvé de particulièrement précis et intelligent à dire sur la bordure, alors je l'ai laissé de côté. Mais c'est en termes mathématiques qui fait sourire Michel Sibis. Il pourrait dire quelque chose sur les bords, parce que c'est un spécialiste du bord. Oui, alors les bords, c'est très clair. Donc on a un ensemble qui a un bord. Et donc c'est un ensemble borné. S'il n'a pas de bord, c'est un ensemble non borné qui s'étend jusqu'à l'infini. Alors le bord, quand on rajoute le bord à un ensemble, on ferme l'ensemble. Et on a un ensemble fermé. Et en fait, on appelle cette action de ajouter un bord à un ensemble l'adhérence. C'est-à-dire qu'on adhère on colle le bord à l'ensemble et on en fait un ensemble fermé. Sinon, il est ouvert. Donc le bord est une définition qui, pour les mathématiciens, ne pose aucun problème. Mais bon. Merci. Merci. Bon. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que le conflit en Ukraine ne doit pas nous faire nous intéresser à la question d'une haute frontière entre justement l'Orient et l'Occident, parce qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui font remarquer que tous les derniers conflits en Europe se passent sur une ligne qui va là justement là, il y a eu les guerres en Serbie, il y a eu la guerre en Ukraine, et puis ensuite, si on va sur la même ligne, d'autres conflits, et ils ont tous lieu sur une même ligne. Est-ce que ça ne doit pas justement nous interroger sur aussi cette frontière-là et quel lien on est appelé à faire, par exemple, si on est chrétien, entre le chrétien d'Occident, le christianisme latin et le christianisme d'Orient, voilà, et aussi au niveau politique, enfin, voilà. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, Pierre, mais je vais juste dire une chose. Effectivement, les Grecs anciens ont conscience qu'il y a un côté de la mer Égée, un côté qu'on appelle l'Orient, puis un autre côté qui est l'Occident. Et puis, ils vont trouver des noms pour désigner ça. Ils diront, ça c'est le pays du matin, ça c'est le pays du soir. Et ils prennent des termes, non pas dans leur bagage indo-européen,
mais dans le bagage sémitique des Phéniciens, qui ont un mot qui ressemble à Asia pour dire le matin, et c'est l'Asie, qui ont un mot qui ressemble à Ereb pour dire le soir, et c'est le mot qu'on a dans le premier chapitre de la Genèse, il y eut un soir, Erev, et il y eut un matin. Alors le matin c'est autre chose, hein, mais et ce mot-là, Erev, a donné pour les Grecs Europe. Si on avait dit à Hitler que le mot Europe est un mot d'origine hébraïque ou sémitique, il n'aurait pas apprécié du tout. Mais Europe est un mot hébreu, enfin phénicien, enfin sémitique, on est parents. C'est-à-dire que là, on se dit, il y a le matin et le soir. Là où le soleil se lève, c'est l'Oriens. Là où le soleil se couche, c'est l'Occidens. Et puis, effectivement, toute notre histoire de l'Europe, de la Méditerranée, de l'Asie, semble marquée, mais depuis à peu près 2500 ans environ, par cette distinction entre ce qui est du côté du matin et ce qui est du côté du soir. Puis cette distinction donne beaucoup à penser. Alors maintenant, on ne va pas l'essentialiser en disant ces gens-là sont des orientaux, donc c'est forcément, on ne peut pas se comprendre, etc. Parce qu'il y a toujours des divisions qui font qu'on peut comprendre quelque chose. Mais c'est vrai qu'une partie orientale de l'Europe, qui est l'Europe grecque, ensuite l'Europe orthodoxe, une partie occidentale, qui est l'Europe latine, catholique, on a retrouvé une ligne de partage qui était exactement celle, à peu près, de l'Empire romain qui se divise en empire d'Orient et d'Occident à la fin du IVe siècle. Donc on pourrait regarder cela comme cette zone comme une zone de, on pourrait dire confrontation, puis là il y a la même racine que frontière, mais une zone de confrontation, c'est aussi une zone d'échange. Puis je crois que c'est à nous qu'il appartient, même si le présent et l'avenir sont sombres, de faire en sorte que la confrontation ne dégénère pas en violence belliqueuse, mais que la confrontation s'exprime en échange, et si possible en échange fécond. Je crois que c'est une bonne conclusion pour ce cours. Et effectivement, nous sommes arrivés à la limite du temps qui nous est imparti, mais que cette limite soit une invitation à tous pour poursuivre la réflexion. Alors, merci Georges. Merci beaucoup. Ouais, c'était bien comme ça. Merci beaucoup à vous deux et à vous tous pour vos questions et remarques. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'entendre la professeure de théologie systématique, Beate Bengart, qui va s'interroger avec nous au sujet de la foi, en se demandant si la foi est une question de limite ou pas. Voilà, alors à la semaine prochaine et bonne soirée.